10. Faut-il vendre 10 % de la SAQ et d'Hydro-Québec pour rembourser une partie de la dette? On pose la question parce que tout se calcule. Je suis franchement contre qu'on privatise la SAQ et Hydro-Québec surtout. Pourquoi? C'est notre vache à lait, c'est à nous, ça nous appartient à tout le monde, à tous les Québécois, même si je suis une émigrée. Ça pourrait être une bonne idée. Moi, je suis pas mal à droite. Je considère que tous les moyens sont bons. On peut considérer toutes sortes de moyens comme ça pour réduire la dette du Québec. Bonjour, bienvenue à ce tout nouveau rendez-vous tous les vendredis comme ça à cette heure-ci sur ici RDI, tout se calcule. Parce que derrière les chiffres, il y a des enjeux qui vous concernent. Combien ça vous coûte, combien ça vous rapporte, quelle est la stratégie derrière une mesure annoncée par le gouvernement. C'est ça l'idée qui est derrière tout ce calcul. Et puis aujourd'hui, le gouvernement Couillard, on pose la question, le gouvernement devrait-il vendre des actifs pour réduire sa dette? L'idée circule et a été reprise par les économistes Luc Godbout et Claude Montmarquette dans leur rapport remis au gouvernement vendredi dernier. Avec nous, Lisa Frula et en remplacement de Rémi Trudel, Pierre Paquette. Bonjour à vous deux. Bonjour, Gérald. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission Tout se calcule. On va s'intéresser particulièrement justement à la vente des actifs. Puis je veux vous dire qu'un peu plus tard dans l'émission, on va parler des négociations avec les centrales syndicales. On va parler également, on va faire des parallèles sur les finances publiques entre le Québec et l'Ontario. L'Ontario qui présentait un budget hier et qui s'en va en élection le 12 juin prochain. Ça a été confirmé. Et je vous mentionne également que si vous avez le goût de commenter nos sujets sur Twitter, vous le faites sans problème. Puis durant l'émission, on pourra voir vos commentaires. Lisa Frula, d'abord, si ça devait devenir nécessaire d'évaluer la possibilité de vendre une partie d'Hydro-Québec ou une partie de la SAQ, est-ce que vous pensez que ce sont des options qu'on devrait envisager? Moi, je suis toujours craintif là, quand on parle de vente d'actifs, surtout de vente d'actifs de notre vache à lait. Alors, s'il faut le faire, et je dis bien si majuscule après une grande discussion avec l'ensemble des Québécois, s'il faut le faire, alors à ce moment-là, il va falloir le faire, mais considérer aussi les risques. C'est sûr que les avantages, c'est que l'argent que l'on reçoit, par exemple, de 10 % on le met à la dette et on ne paie plus les intérêts de la dette parce qu'on la diminue. Ouais. Premier avantage. Mais le désavantage, c'est que là, il faut absolument s'assurer que les tarifs d'électricité sont à son maximum pour que la société puisse donner le plus de dividendes possible. Ouais. Alors, ça, il faut mettre tout ça sur la table. Mais moi, je vous dis tout de suite, la vente d'actifs, là, de ces, que ce soit Hydro-Québec, que ce soit l'Auto-Québec, que ce soit la SAQ, avec des pincettes. Si c'est sur la table, mettons que c'est sur la table, Pierre Paquette, est-ce qu'on regarde la possibilité, mais sans nécessairement arriver à la conclusion qu'il faut vendre, mais est-ce qu'on devrait explorer ça? Moi, je trouve pas ça intéressant du tout. On parle d'une valeur d'à peu près 50 milliards de dollars pour Hydro et pour la SAQ. Donc, si on en vend 10 %, c'est une rentrée de 5 milliards de dollars. La dette est à peu près actuellement à 182 milliards, la dette nette. Ouais. Alors, on tomberait à quoi? À 175, puis on se priverait à ce moment-là d'à peu près 320 millions de dividendes qui viennent de l'Auto-Québec et pas de l'Auto-Québec, c'est-à-dire de la SAQ et d'Hydro-Québec pour le reste de la période. Alors, moi, je pense pas que ce soit une voie à suivre pour régler de façon structurelle le problème des finances publiques du Québec. Je vous écoute, mais Luc Godbout et Claude Montmarquette disent attention, il faut trouver des revenus, il faut réduire les dépenses, bien les contrôler, ces dépenses-là. Ouais. Et si on n'arrive pas à contrôler les dépenses, il va falloir trouver d'autres solutions. Mais comme il dit, si on n'arrive pas à contrôler les dépenses, alors, retournons-nous. Et la première chose, il y a des choses à faire avant. C'est de regarder l'ensemble des dépenses. Deuxièmement, on parlait de la révision de programme. Ensuite, on va parler tantôt des ententes avec les syndicats. Après ça, il faut parler aussi peut-être du fonctionnement d'Hydro-Québec. Ça, c'est autre chose. Mais de commencer à dire... Parce qu'une fois que l'actif est vendu, tu peux plus aller... Ou une partie, on parle de 10 mais difficile après ça d'aller le racheter. Là. Encore une fois, on parle de 5 milliards de dollars. Alors, c'est pas et ça va avoir des conséquences sur la gouvernance de ces... Et puis, prenons la SAQ. Est-ce qu'on va avoir des succursales? Quelle succursale le secteur privé va vouloir acheter? Celles qui sont rentables, les plus rentables. Donc, on va se retrouver avec une société d'État partiellement privatisée qui va avoir être moins performante qu'elle l'est présentement. Alors, moi, je ne vois vraiment pas d'avantage de ce côté-là. C'est les économistes Godbout et Montmarquette qui ont ramené le sujet à l'ordre du jour parce que en 2007, Claude Garcia et Marcel Boyer avaient fait une étude. C'est cette étude-ci.
130 milliards, disait-on, l'évaluation d'Hydro-Québec. En 2009, M. Garcia a réévalué à 53 milliards. Et là, aujourd'hui, Yvan Allaire, 2014, dit quand on regarde 9 fois les bénéfices, on est autour de 75 milliards. À Québec, on va retrouver d'ailleurs l'auteur de l'étude de 2007 et de l'étude de 2009, Claude Garcia, qui est dans nos studios, administrateur de société. Bonsoir, M. Garcia. Bonsoir, M. Fillon. Est-ce que vous êtes toujours favorable, parce que je parle d'études de 2007-2009, on est en 2014, est-ce que vous êtes toujours favorable à l'idée de privatiser une partie d'Hydro-Québec? Oui. Oui, parce que je vais vous expliquer pourquoi. C'est que dans mon étude de 2009, là, parce qu'en 2009, j'avais changé un peu la façon de le faire, j'arrivais à une des conclusions auxquelles j'arrivais, c'est qu'il y avait 2 milliards de profits à aller chercher sans toucher aux tarifs. Et Hydro-Québec a fait un certain progrès à ce niveau-là, mais je suis convaincu qu'il reste plus qu'1,5 milliard, entre 1,5 milliard et 1,75 milliard de profits à aller chercher sans augmenter les tarifs. Donc, c'est clair que si on faisait une privatisation partielle, comme le proposent les deux économistes, et qu'on faisait en même temps un certain nombre de changements à la gouvernance d'Hydro-Québec, on pourrait augmenter beaucoup la valeur de l'entreprise puisqu'on pourrait augmenter les bénéfices de l'entreprise. Et on vendrait ça combien? Écoutez, je pense que ça dépend comment on va le faire. Mais regardez, moi, ce que je propose, c'est ceci. C'est que on peut pas vendre Hydro-Québec sans faire aucun changement à la gouvernance. C'est, à mon avis, ça serait dilapider le plus important actif dont dispose la société québécoise. Il faut quand même pas se leurrer. Et moi, ça me chagrine beaucoup de voir comment les gouvernements ont mal géré Hydro-Québec depuis 50 ans. Parce qu'on a, au Québec, on dispose d'une richesse extraordinaire de l'eau. Et ça coûte absolument rien. Une fois que les barrages sont faits pour produire de l'électricité, ça coûte rien d'intrants. Les intrants sont gratuits. Je veux juste bien comprendre, là, quand vous parlez d'améliorer la gouvernance avant de vendre une partie d'Hydro-Québec? Oui, oui, absolument. Okay. Et vendre combien d'Hydro-Québec? 10 on peut commencer avec 10, mais moi, ce que je propose, les changements que je propose, ce sont les suivants. La première chose à faire, c'est que le dividende actuel, j'en fais une redevance. Donc, le 2 milliards que le gouvernement va chercher, ça deviendrait une redevance, comme j'ai proposé dans mon étude de 2009. Ensuite, toute la hausse de tarifs du bloc patrimonial, ça serait également au moins 90 des bénéfices de ça se traduirait par une hausse des redevances. Parce que vendre Hydro-Québec au tarif actuel d'électricité, c'est transférer la valeur extraordinaire du bloc patrimonial au secteur privé. Et ça, c'est pas une bonne idée. Je pense qu'on doit plutôt le faire sous forme de redevances et ces redevances-là vont se répéter dans l'avenir. OK. Monsieur Garcia, je veux juste donner la parole à Lisa Frulat et Pierre Paquette là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Garcia, je me demande si, quand on parle de la vente d'Hydro-Québec, est-ce que... toujours la vente partielle, on s'entend. Mais est-ce que le raisonnement, c'est que forcément, avec une partie du privé, on va rendre Hydro-Québec plus efficace pour tout le monde. Est-ce que ça devient un moyen, cette vente-là, tout en bénéficiant évidemment des rentrées d'argent là, pour diminuer la dette? Mais est-ce que c'est ça le raisonnement? Pierre Paquette d'abord. Bien, le problème, c'est qu'à ce moment-là, Hydro-Québec devra tenir compte des intérêts de ses actionnaires privés-là. Ça ne sera plus une société d'État, il y aura une pression. Moi, à mon avis, si on veut faire un débat sur la gestion d'Hydro-Québec, on peut le faire dans le cadre d'une société d'État. Des gens proposent, et puis je pense que ça serait beaucoup plus intéressant à regarder, au lieu de tarifer au coût moyen, comme c'est le cas présentement, que les tarifs soient basés sur le coût marginal. Alors ça amènerait des revenus. C'est-à-dire sur les derniers investissements qui ont été faits, les derniers barrages ont coûté plus cher que les premiers. Donc ça coûterait plus cher. Ça ferait monter les prix. Tarifs. Mais sauf que ça permettrait au gouvernement du Québec d'avoir des dividendes plus importants. Alors c'est un débat, moi, que je trouve plus intéressant à faire que la privatisation de cette société d'État. Et M. Garcia, je veux juste vous soumettre les chiffres de Yvan Allaire que vous connaissez, qui dit, écoutez, si on devait vendre 10 de la SAQ et d'Hydro-Québec, on aurait à peu près 5 milliards pour les deux et on perdrait à peu près 300 millions en revenus. 300 millions de revenus annuels, c'est 6 du 5 milliards. Il dit, on peut emprunter sur le marché à 3,5 oui, mais c'est pour ça, M. Fillon, que je propose des changements à la gouvernance. Parce que privatiser Hydro-Québec,
même à 10 je le répète, et M. Paquette là, passe à côté du sujet en suggérant d'augmenter les tarifs. Moi, je ne parle pas d'augmenter les tarifs. On peut aller chercher 1,5 milliard à 2 milliards de profits additionnels sans toucher aux tarifs, simplement en rendant Hydro-Québec aussi efficace que la moyenne des entreprises privées auxquelles je l'ai comparé en 2009. Il n'y a rien qui empêche de le faire dans le cadre public. Je Ben vois ouais, vraiment mais pas pourquoi il faut envisager la privatisation. Mais c'était ça ma question, M. Garcia. Il n'y a jamais une entreprise publique d'État qui a été aussi efficace que les meilleures entreprises privées. J'en connais pas, M. Paquette, et je pense... Au Québec, oui, Hydro a fait des efforts, mais les efforts sont insuffisants et ça va prendre énormément de temps au rythme actuel. Mais M. Garcia, juste une chose, c'est ça ma question, c'est que est-ce que pour vous, cette privatisation-là, partielle toujours, au lieu de donner en plus de donner des revenus, là, du capital à mettre contre la dette, ça assure une bonne gouvernance? Est-ce que je vous suis bien dans votre raisonnement? Oui, c'est exactement. J'ai pas eu le temps de finir tout à l'heure mais une autre chose, je pense, et il faut suivre à ce moment-là les modèles qu'on a utilisés en Europe, où on a privatisé partiellement dans un premier temps. Et l'État a gardé ce qu'on a appelé une action en or ou un golden share, si vous me permettez la langue de Shakespeare. Et à vertu de ce golden shares-là, l'État gardait des droits, ça prenait l'accord de l'État pour des transactions, des achats, des ventes d'actifs, et ça prenait également l'accord de l'État pour émettre des actions additionnelles. Mais c'est une façon mais par contre, on donnait le contrôle des opérations quotidiennes aux actionnaires privés. Okay. Et en passant, ces actionnaires privés-là, ça peut très bien en temps partie la Caisse de dépôt qui effectivement gère les épargnes de tous les Québécois. Alors, Monsieur Garcia, merci beaucoup pour cette approche parce que je sais que vous avez beaucoup pensé à ça et beaucoup écrit dans les dernières années. Cet apport est important. Merci beaucoup, Monsieur Garcia. Merci, M. Fillon. Merci beaucoup. Au revoir. Et je veux simplement vous montrer la valeur, parce qu'on a abordé rapidement là, les dividendes, ce que rapporte Hydro-Québec et ce que rapporte la Société des alcools du Québec au gouvernement. Alors, le dividende pour le gouvernement en 2014-2015, 2 milliards 900 millions pour Hydro-Québec, et la SAQ rapporte 1 milliard, donc c'est un total de 3 milliards 900 millions. C'est pas les revenus, ça, parce que les revenus sont plus élevés que ça, c'est le dividende qui est versé au gouvernement du Québec. Alors, donc, voilà pour cette partie. 400 millions par année Moi, c'est parce que ce qui me surprend... Moi, je comprends le raisonnement de M. Garcia, mais d'un autre côté, je me dis, est-ce possible d'avoir une bonne gouvernance et de se poser les vraies questions aujourd'hui, en 2014, sans se départir de nos actifs? Bon, voilà. Alors, la question est encore ouverte. On en a parlé un peu. Merci beaucoup. On va on va poursuivre la discussion dans un instant parce que... vous savez, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. C'est pas moi qui l'ai inventé, celle-là. Et on peut se demander si c'est la question qu'on peut se poser aussi dans le cas de la dette publique. Par exemple, est-ce que c'est mieux en Ontario, qui s'en va en élection d'ailleurs? On va en discuter après la pause, en plus des négociations à venir entre le Québec et les syndicats. Mais d'abord, que pensez-vous, vous, de cette idée de privatisation? Il faudrait qu'on utilise mieux, en fait, la ressource d'Hydro-Québec. Je pense qu'Hydro-Québec peut nous fournir beaucoup d'argent. C'est un peu... on entend souvent dire que c'est la vache à lait du Québec. Je pense que s'il y avait une partie qui serait au privé, probablement qui serait plus rentable. Parce qu'un investisseur privé va s'arranger pour que ça lui rapporte. Je suis complètement contre. Je pense qu'on n'a aucune étude, aucune preuve que le secteur privé est plus performant que le secteur public, puis c'est se priver de revenus pour l'État. Observer et analyser chaque jour la politique et ses acteurs, c'est vous donner le pouvoir de comprendre et d'agir sur les enjeux qui vous touchent. Ici RDI. Quand le monde politique semble déconnecté, je me fais un devoir de creuser les enjeux et je reçois les grands acteurs pour aller avec eux au fond des sujets qui ont un impact sur votre vie. Les coulisses du pouvoir, dimanche 12h30. Ici RDI. Gilles Vigneault. Les beaux jours qui furent d'amour et d'eau fraîche passaient à la façon des flèches. Disponible maintenant. Sans retour. Voici le confort du cuir Napa. Voici un intérieur tout équipé avec soin. Voici un toit ouvrant à double panneau. Voici ce qui vous garde connecté sur le monde. Voici 9 vitesses qui vous donnent 6,4 litres au 100 km sur route. Et des feux d'ailes de série.
Voici la liberté d'explorer autant de nouveaux horizons que vous le désirez. Le tout nouveau Jeep Cherokee. Après avoir financé les études de leurs 2 enfants et réduit leur hypothèque, Suzanne et Luc ont constaté qu'il leur restait à peine assez d'argent pour régler les factures mensuelles. Puis ils ont entendu parler du programme de revenu résidentiel CHIP. Grâce au programme de revenu résidentiel CHIP, ils ont pu avoir accès à une partie de la valeur de leur propriété sous forme d'un montant non imposable. Ils ont choisi une somme initiale de 20 000 $ pour leurs dettes et des versements mensuels de 2 000 $. Le stress a disparu et la vie est belle. Si vous avez plus de 55 ans, vous pouvez recevoir jusqu'à 50 % de la valeur de votre propriété sous forme de montant non imposable grâce au programme CHIP offert par la banque Home Equity. Vous n'avez pas à faire de paiement jusqu'à ce que vous décidiez de déménager ou de vendre et vous restez propriétaire de votre maison et en gardez le contrôle. Et grâce à nos faibles taux, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour profiter du programme de revenu résidentiel CHIP de la banque Home Equity. Pour obtenir votre guide gratuit, faites le 1-866-482-2447 ou visitez hypothécairechip.ca. Peut-être comme un implant dans la main. Alors tu parles en paume, puis tu textes avec tes doigts, là, puis là je raccroche. Ouais. Des hologrammes qui flirtent au-dessus de l'écran. Projeter grandeur nature devant toi. Ouais. Dans mon oreille, une voix qui me dit où aller magasiner. Pour les souliers en sol, de tourner à gauche. Une casquette téléphone. Hey! Quoi? Je fais juste un appel? Peu importe ce que l'avenir nous réserve, il y a Rogers Express. Abonnez-vous maintenant et obtenez le plus récent téléphone intelligent chaque année. Un autre avantage Fleximax de Rogers. Bienvenue au supermarché de Julie. Allez, venez, faites comme chez vous. Quand vous adhérez au programme de récompense PC+, c'est comme si vous étiez dans votre magasin personnalisé. Vous pouvez accumuler des points rapidement sur les produits que vous achetez souvent. Et avec notre application, plus besoin de courir les aubaines. Inscrivez-vous au programme de récompense PC+. C'est facile et gratuit. Et en plus, on vous donne votre carte en magasin. Gilles Vigneault. Vivre debout. Disponible maintenant. Comme survivre. On parle finances publiques à tous calculs avec Lisa Frula, Pierre Paquette également. Et c'est intéressant de parler de finances publiques, de budget. M. Létao prépare son budget pour quelque part dans les 2 premières semaines de juin. Hier, l'Ontario présentait son budget qui ne sera jamais déposé et qui ne sera pas défait. Les conservateurs, le NPD, ont déjà dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec le budget, qu'ils n'allaient pas l'appuyer. Mme Wynne a annoncé des élections en Ontario pour le 12 juin. Et là, je pose la question, puisqu'on parle de l'Ontario, des finances publiques, qu'on s'en va en élection et qu'on parle du budget du Québec, est-ce qu'on dramatise la situation du Québec? Quand on se compare, on se console, diront certains, voici les chiffres de comparaison sur le déficit et la dette entre le Québec et l'Ontario. L'Ontario, déficit 2014-2015, 12 milliards et demi. Au Québec, 1 milliard 750 millions, c'est ce qui est visé. Et quand on regarde la dette par rapport au PIB, la dette nette, 38,9 % en Ontario, 49,8 % au Québec. Donc, on voit que c'est plus lourd, l'endettement au Québec par rapport au PIB, mais le déficit est largement plus bas que celui de l'Ontario. Pierre Paquette, là-dessus, est-ce qu'on dramatise la situation des finances publiques au Québec? Moi, je pense qu'on la dramatise, effectivement. Et puis, ça empêche un débat, je dirais, serein sur la question, parce que c'est évident qu'il y a quand même un problème de revenus. On le voit d'ailleurs actuellement, c'est pas tant les dépenses qui sont pas sous contrôle, c'est les revenus qui rentrent pas, parce qu'on est dans une situation, bon, évidemment, on est sorti de la récession, puis la reprise est fragile, particulièrement aux États-Unis, et comme on exporte beaucoup aux États-Unis, ça affecte beaucoup nos entreprises, puis l'ensemble de l'activité économique. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas d'inflation. Normalement, les ministres des Finances pouvaient profiter, s'appuyer sur une inflation qui était quand même assez intéressante. Donc, les revenus... Une sorte de croissance naturelle des revenus. Là, il n'y a pas d'inflation et ça pose un problème. Ceci dit, je rappelle que depuis 1996, depuis Lucien Bouchard, il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait pour contrôler, disons, améliorer les finances publiques. Et ça a apparu d'ailleurs dans le pourcentage de la dette par rapport au PIB, aussi bien brut que net. Et quand on regarde de 98
à 2008, avant la récession, il s'est fait au net un surplus de 2 milliards de dollars quand on regarde les déficits et puis les surplus. Avant la crise. Donc, ça veut dire qu'on était sur la bonne voie. Maintenant, comme tout le monde... Oui, mais là, on a la crise, on a eu des déficits dans les dernières années, on a le vieillissement de la population. Est-ce qu'on a raison d'être alarmé? C'est-à-dire, il faut faire attention à être alarmé. Je pense que de regarder la situation de façon responsable et sérieuse, et que ce soit le gouvernement précédent ou le gouvernement actuel, les deux gouvernements ont regardé ça puis ont dit, écoutez, là, on n'a pas le choix. Un, il faut les contrôler, nos dépenses. Puis deuxièmement, compte tenu justement de la démographie, du vieillissement de la population, sachant que dans 30 ans, en 2030, pas dans 30 ans, mais dans 2030, il y aura 2,1 de travailleurs pour un retraité de 65 ans et plus, alors que dans les années 70, mi-70, c'était à peu près 7,2 de travailleurs pour une personne à la retraite de 65 et plus. Alors, il y a tout ça qu'il faut tenir ça en considération. C'est un changement fondamental. Oui, donc, qu'est-ce qu'on fait? Là non plus, il ne faut pas dramatiser, parce que dans les années 60, on avait beaucoup de jeunes à l'école, et puis les actifs payaient pour les jeunes qui étaient à l'école. Non, mais je suis d'accord avec toi, Pierre, mais tu sais, au moins, on a l'avantage le taux de pouvoir d'inactifs par rapport au taux d'actifs, c'était aussi important dans les années 60, alors que ça va l'être. Et puis, il faut voir venir, c'est sûr. Mais il ne faut pas non plus dramatiser. Actuellement, il y a 7 provinces sur 10 qui sont en déficit. Et celle qui est la moins en déficit des 7, c'est le Québec. Alors, il faut quand même relativiser les choses. C'est conjoncturel en grande partie. Oui, mais Pierre, sauf que le rapport de notre dette par rapport au PIB, c'est la plus élevée au Canada. Oui, d'accord, mais elle a tendance à diminuer depuis 96-80... Pourquoi? Parce qu'on est sérieux. Oui, il faut continuer à l'être, mais il ne faut pas non plus couper de façon drastique. Vous avez raison de parler. La dette, je veux juste vous montrer, ça va ajouter. Regardez, en 2004-2005, l'intérêt sur la dette, c'était 7,4 milliards. 7,8 milliards 5 ans plus tard, et aujourd'hui, 11 milliards. Ça, c'est ce que nous coûte notre dette à chaque année, c'est l'intérêt sur la dette. Il faut le mettre en proportion du PIB pour voir vraiment le poids que ça représente, ou encore en proportion des recettes de l'État ou des dépenses de l'État. Je ne dis pas que c'est pas important, parce qu'effectivement, quand on rembourse les frais sur la dette, ça ne va pas à la santé, ça ne va pas à l'éducation, aux infrastructures routières, mais il faudrait regarder les chiffres en proportion. Notre dette s'alourdit, et investir dans les infrastructures, c'est emprunter sur le marché, c'est alourdir la dette. Le gouvernement veut investir davantage dans les infrastructures. Oui, on l'a vu en Ontario aussi. En Ontario, ils ont annoncé un programme. Hier, j'ai écouté, 29 milliards sur 10 ans. 29 milliards sur 10 ans. Et ça, c'est tout, en fait, l'infrastructure routière, les hôpitaux, les écoles. Mais on n'a pas le choix en même temps. En plus, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'en 2009, l'Ontario a été frappé de front à cause de toute son industrie manufacturière, de la crise, l'industrie manufacturière et son industrie automobile. Alors, elle, le fond. Alors, ils ont tout arrêté, évidemment, les dépenses. Là, ils étaient obligés, mais ils ont dit, hier, la première chose qu'il a dit, le ministre des Finances de l'Ontario, jobs and jobs. Alors, oui, ils investissent d'un côté, coûte que coûte. On va voir, par exemple... C'est la façon de générer des revenus. C'est là où les décisions que les libéraux vont avoir à prendre vont être intéressantes à voir. Par exemple, ils avaient augmenté de beaucoup les annonces pour des infrastructures. Je pense de 90 milliards à 150 milliards sur 10 ans. Mais ça, c'est de la dette de plus. Mais est-ce que c'est de la bonne dette, comme on dit? Mais c'est de la dette de plus pareil. On n'a pas le choix. À un moment donné, on n'a pas le choix. C'est ça. Ça fait qu'il faut regarder, je dirais, ces dépenses d'infrastructures-là en proportion de la croissance économique qu'on va connaître. On ne sera pas toujours à 1 là. Il y aura sûrement, au cours des prochaines années, une augmentation de la croissance. Et d'ailleurs, c'est juste une petite remarque que je voulais faire. Pour l'étude de Montmarquette et Godbout, ils annoncent une croissance supérieure à ce que M. Marceau annonçait dans son budget, mais sans effet sur les revenus. Alors ça, c'est un petit peu, ça m'a un petit peu, disons, intrigué. Alors, une des options, bien sûr, c'est de réviser les programmes, c'est de renégocier aussi avec les syndicats, c'est de voir le travail qui peut être fait. Et M. Couillard a été très clair les premières heures, les premiers jours, quand il s'est prononcé sur les mesures d'austérité, entre guillemets. Je ne parle pas de politique d'austérité, mais vraiment de certaines mesures d'austérité qui peuvent être adoptées. Ça inquiétait beaucoup les syndicats. Les syndicats ont rencontré M. Couillard hier, puis on a eu l'impression qu'ils étaient un peu rassurés. On les écoute. Je pense que ce qui est également important de mentionner, c'est que M. Couillard nous a aussi dit que la situation des finances publiques était préoccupante, mais c'était pas catastrophique. Bien, c'est-à-dire, quand on regarde la question des finances publiques, il faut être capable de la regarder de façon globale. Il nous a annoncé qu'il y aurait un débat, un genre de commission sur les finances publiques, sur le financement. Ça, pour nous, c'est une ouverture qui est intéressante.
Bien là, c'est intéressant. Oui. Est-ce que le bon ton est au rendez-vous pour la suite des choses? Contrairement à 1982, contrairement à 2003, est-ce que là, le bon ton est au rendez-vous? Moi, je vais vous dire, celui qui, moi, me fait penser, là, Philippe Couillard me fait penser à mon ancien patron qui est M. Bourassa. Il ferait vraiment penser. Puis un mélange de M. Bourassa et de Lucien Bouchard. Lucien Bouchard avait réussi à réunir autour de la table, j'y étais, tu y étais, dans le Grand Sommet de Montréal, cette préoccupation sur la dette, les finances publiques. Ils avaient embarqué aussi les syndicats. Mais tout était dans le temps. Les groupes communautaires étaient présents. Oui. Mais justement, parce que là, il y avait les chiffres. On a pu discuter des chiffres, s'entendre sur un certain nombre de choses et un échéancier pour arriver à l'équilibre budgétaire. Moi, je pense que c'est pas le prochain budget ou le budget qui va suivre qui va être le problème. Les agences de notation, ils savent très bien. Ce qu'ils veulent avoir, c'est un plan de stabilisation des finances publiques sur le long terme. Et donc, je pense que ça va prendre la discussion du dialogue social. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rappellent de 1982. 1982, c'était 20 de réduction d'un coût en 1982, M. Parizeau. Pour les plus hauts salariés. Et puis, ça a duré 3 mois. Mais disons que ça a fait très mal, je dirais, psychologiquement, particulièrement aux enseignants. Je peux vous en parler. Ils m'en parlent encore aujourd'hui. Et 2003 aussi, puis il y avait eu des manifestations, on voit les images, en 1982. Et en 2003 aussi, quand M. Charest est arrivé, qu'il a parlé de réingénierie, on s'est retrouvé avec des barricades pendant plusieurs mois. En 1985, quand M. Bourassa est arrivé avec le rapport Fortier, Gobeil et puis les 3 sages, ça a été la même chose. Ça a duré 1 an. Et après, M. Bourassa est revenu plus pragmatique. Alors, je suis content de voir le ton que M. Couillard prend parce que les négociations sont en cours. Là. Je sais qu'au plan du secteur public, ils n'ont pas encore déterminé leurs objectifs chiffrés de négociation. Donc, c'est le bon temps d'asseoir tout le monde ensemble. C'est la responsabilité de tout le monde. La population, elle est prête. Quand on a parlé de réingénierie, on se rappelle justement la réaction de tout le monde. Oui. Aujourd'hui, je pense que psychologiquement, on est tous prêts, on est conscients. Il y a eu encore beaucoup de pédagogie qui a été faite, comme on fait autour des budgets, au cours des finances publiques. Maintenant, les syndicats doivent être partie prenante parce que 66 % du budget de l'État, c'est la main-d'œuvre. Mais là, il y a un problème aussi de long terme, c'est-à-dire que devant une pénurie de main-d'œuvre à venir, là, si on parle de vieillissement, les salaires sont en retard de 8 % dans le secteur public par rapport au secteur privé. Alors donc, il y a... Alors, nous allons en reparler. Oui. Merci beaucoup. Si on veut recruter, il faudra payer. Oui. Merci Pierre Paquette. Merci beaucoup. On va vous retrouver d'ailleurs vendredi prochain. Lisa également. Merci bien. Si vous avez des commentaires à la maison, vous avez pu le faire par Twitter, mais vous pouvez nous écrire également à notre adresse courriel calcul@radiocanada.ca. Prochain rendez-vous vendredi prochain, même heure, même poste bien sûr à l'antenne d'ici RDI. Moi, je vais vous retrouver un peu plus tard à 18h30 heure de l'Est à RDI Économie. Nous allons notamment vous présenter les conseils de notre mentor de la semaine, Daniel Henkel. Et dans un instant, c'est le téléjournal 17h. À plus tard.